Bonjour à tous et bienvenue à cette 5e tranche d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Je suis en compagnie de Tommy Girard pour une deuxième fois. Salut Tom, comment vas-tu? Va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Passez une belle semaine? Good. Oh yes! Oui, à la neige et le froid. Oui, sûrement, c'est ça, j'allais dire. Dans le vortex dans lequel le Québec est prisonnier, c'est vraiment écœurant. Pour expliquer un peu aux gens, là, moi, je suis au Témiscamingue, à Ville-Marie, et puis toi, t'es à Gatineau. Vous remarquez que le son est différent un peu... moi et Tom, c'est parce que justement, on enregistre à partir de l'application Zoom. Tom, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je crois que tu connais bien et que moi, j'ai lu là-dessus il y a quelques années, je te dirais. Parce que il y a quelques années, j'ai écrit un roman qui se passe au Témiscamingue, justement, dont un des méchants, est le Wendigo. Juste pour vous expliquer un petit peu, le Wendigo, toi, comment que tu as fait sa connaissance, je peux dire? Moi, je suis rentré en contact avec le Wendigo la première fois dans oui. le roman Pet Sematary de Stephen King. Donc, il va y avoir un remake bientôt de ce roman-là. Puis, sans donner de punch, mais le Wendigo est impliqué là-dedans. Fait que c'est la première fois que j'en ai entendu parler. Puis après ça, je suis allé lire dessus par intérêt personnel, je dirais. Là. Parfait. Ben, moi, mon premier contact avec le Wendigo, je te dirais, c'est dans une émission qui passait à Radio-Canada il y a à peu près, je te dirais, 7-8 ans, qui s'appelait Créatures fantastiques. Et puis, l'hôte de cette émission-là était nul autre que Brian Perrault. Et puis Brian Perrault, dans cette émission-là, justement, s'était consacré uniquement au Wendigo. Et puis, on expliquait justement d'où ça vient, le Wendigo, comment je dirais ça, comment que les Amérindiens le voyaient, les Autochtones, comment ils le voyaient, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, d'où ça part, etc. Alors, pour le Wendigo, aujourd'hui, je vais faire une petite présentation, si tu me le permets, puis après ça, on va pouvoir en discuter. Oui. Le Wendigo, premièrement, il y a 3 appellations principales à cette créature-là. Premièrement, il y a Wendigo, alors W-I-N Digo, D-I-G-O, ou bien Wendigo, W-E-N. Et puis, il y a aussi l'appellation Wetiko, qui est surtout utilisée par les Autochtones, qui était utilisée par les Autochtones au temps de la colonisation française. Alors, Wetiko, c'était le nom d'origine. Et puis, comme j'ai dit précédemment, le mythe du Wendigo est associé aux Algonquiens en Amérique du Nord. Alors, toute la partie au nord des États-Unis, je te dirais, de Terre-Neuve au nord, mettons, la côte nord du Québec, jusqu'en Ontario, et puis une partie aux États-Unis, c'est là qu'était située principalement la famille algonquienne des Amérindiens. Et puis, pour nous, au Québec, il y a surtout les Anishinabés, les Cris. À part de ça, il y a peut-être, non pas les Micmacs, les Inuits, qui ont beaucoup cru au Wendigo. Et puis, ses origines, eh bien, c'est une croyance d'un être surnaturel et anthropophage, alors qu'il peut prendre de différentes formes, et qui aurait la capacité de posséder les gens et les rendrait ainsi cannibales. Alors, en possédant les gens, il rend les gens cannibales. Certainement né lors de périodes de famine où on tentait d'expliquer le manque de gibier et de l'arrivée des Européens dont les maladies ne trouvaient aucun remède. Alors, on peut dire que l'origine du Wendigo, l'interprétation qu'on en a fait, eh bien, peut-être que c'était que les Européens amenaient des maladies et puis que les Autochtones ne trouvaient pas de remède. Alors, on pouvait dire que c'était le Wendigo qui avait pris possession d'eux. Et puis, le Wendigo, on le caractérise comme un être malfaisant, comme un peu le bonhomme 7 heures de notre époque. Et puis, on le décrit comme, principalement, là, à travers les âges, là, on le décrit comme une créature mi-homme, mi-animal, et surtout avec un panache, soit de chevreuil ou d'orignal. On voit souvent des dessins du Wendigo où est-ce que il porte un panache. Et puis, parfois, il y a un corps émacié, alors un corps très mince, de très grande taille, parce que des fois, il y a certains récits qui disaient que le Wendigo pouvait atteindre la cime des arbres. Alors, on parle d'une créature vraiment dominante, là. Et puis, leur taille s'explique par leur appétit énorme et qu'ils prendraient le poids exact de ce qu'ils viennent de manger. Alors, pour un peu résumer, là, le Wendigo mange un humain, et puis prend le poids exact de cette personne-là, et ça fait en sorte que il grandit avec le poids qu'il vient de manger. Alors, il est tout le temps mince. Ensuite, les Algonquiens annonçaient souvent la venue du Wendigo partant de mauvaises récoltes ou d'hivers rigoureux. Alors, souvent, on disait que le Wendigo prenait possession des gens dans ces temps-là.
Sûrement à cause que justement les gens mangeaient moins et puis qu'on voulait attribuer ça au Wendigo, ou bien des hivers très rigoureux comme on connaît cette année, Tom, hein, n'est-ce pas? Mm-hmm. Eh bien, on pourrait attribuer ça au Wendigo cet hiver. C'est le Wendigo qui est en partie responsable de l'hiver qu'on connaît au Québec. Et puis, on peut devenir un Wendigo soit en étant possédé par un Wendigo, en étant appelé dans un rêve par un Wendigo, ou bien par une malédiction lancée par un chaman. Alors, en gros, mon ami, c'est à peu près ça la définition qu'on a du Wendigo, en gros, là. Alors, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, ce que je trouve intéressant de ce mythe-là, c'est... en fait, la fonction principale de tous les mythes, c'est de partager des valeurs, partager des morales, des guides pratiques sur comment se comporter en société. Parce qu'il faut pas oublier que les Autochtones avaient pas d'écriture, donc dans le sens il n'y avait pas de transmission écrite de leur connaissance. Mm-hmm. Ce qui fait qu'il fallait qu'ils véhiculent à travers des récits à l'oral. Exactement, c'était juste la tradition orale là, pour les Autochtones. Là. Donc à ce moment-là, si on veut donner le tabou du cannibalisme, ben il faut qu'on fasse porter une espèce de symbole odieux, et à ce moment-là, je pense que c'est là que le Wendigo rentrait en ligne de compte. Mm-hmm. Quand on dit les hivers rigoureux apportent le Wendigo, ben c'est que faut dans des contextes où les gens étaient chasseurs-cueilleurs, ça se peut que la chasse soit pas bonne. T'sais. On a comme une idée préconçue que ça allait toujours bien puis qu'ils étaient toujours fructueux dans leur chasse. C'était comme aujourd'hui, il y avait peut-être des semaines au complet où est-ce qu'ils n'apercevaient aucun gibier. Et puis là, ben comme tu dis, c'est de trouver une espèce de bouc émissaire, si je peux dire. Et puis là entre justement la légende du Wendigo. Mais c'est de dire, bon, l'hiver s'en vient, elle va être difficile, fait que c'est sûr qu'on va être tenté par la famine, puis là, à ce moment-là, ben la tentation est forte de se tourner vers le cannibalisme, et ça devrait pas arriver. Fait que le Wendigo est comme une serre d'avertissement aux gens en disant, ben, si vous devenez cannibale, c'est que vous vous laissez envahir par cette espèce de pulsion-là qui est interdite, qui est un tabou. Mm-hmm. On n'a pas le droit de manger les autres. Exactement. C'est comme pour expliquer justement un comportement, comme tu viens de dire, pour expliquer un comportement anormal, ben, eh bien, il fallait trouver justement une raison plus spirituelle, je te dirais. Hein. Mm-hmm. Et puis, faut pas oublier que les Autochtones, dans ce temps-là, et puis encore aujourd'hui, la tradition se perpétue quand même un petit peu. Eh bien, c'est des sociétés quand même animistes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire animiste? C'est-à-dire que tout alentour d'eux a une âme. Par exemple, la roche que je tiens dans ma main peut avoir une âme. L'arbre que je vais couper pour bâtir ma maison a une âme. L'orignal que je vais chasser pour nourrir ma famille a une âme. Alors, c'est le respect dans tout ça. Et puis, je pense que ça vient justement entrer comme tu dis, ça entre en contradiction avec les valeurs autochtones de ce temps-là, justement, de pratiquer le cannibalisme, entre autres. Alors, il fallait trouver, justement, comment expliquer ça. Eh bien, c'est un être malfaisant qui te possède quand on le voit pas directement en forêt, parce que surtout, le Wendigo est en forêt, là, dans ce temps-là. Toutes les familles que je peux dire, ben pas toutes les familles, mais toutes les tribus que j'ai mentionnées plus tôt, eh bien c'est toutes des tribus qui vivent dans la forêt. C'est pas ils sont pas sédentaires, c'est des nomades, alors sont tout le temps en forêt. Et puis quand ils ne voient pas le Wendigo, eh bien tout simplement, il prend possession de toi si tu pratiques le cannibalisme. Mm-hmm. Le Wendigo servait aussi d'avertissement à ceux qui auraient voulu, par la cupidité, par exemple, déstabiliser le groupe. Tu sais, quand l'individu passait avant le groupe, ben, il devenait un Wendigo. Donc, c'était comme un avertissement d'une certaine façon de dire, si vous transgressez ces règles-là, vous allez devenir cette créature malfaisante-là. Donc, faut pas vous les transgresser. Est-ce que tu fais un parallèle, je viens juste d'avoir ce flash-là, est-ce que tu fais un parallèle avec la religion catholique, avec Satan? Ben, moi, je le vois comme, tu sais, si on regarde les créatures fantastiques dans la mythologie amérindienne, il y a vraiment pas beaucoup de créatures fantastiques qui sont malfaisantes, tu sais. Non, la plupart, c'est des guides spirituels qui sont là pour aider. Fait que je pense, oui, je ferais un parallèle avec Satan Satan incarne tout ce qu'on veut pas être comme humain. Exactement. Mais je pense que le Wendigo incarnait d'une certaine manière ces défauts-là qu'on veut pas avoir là, comme dans la culture. Là. Exactement.
concernant le Wendigo, il y a eu plusieurs cas qui ont été documentés. Là, je parle de possession de Wendigo. Mm-hmm. Le cas le plus important, qu'est-ce que tu as déjà entendu parler de Swift Runner? Oui, coureur rapide pour les francophones. Oui, coureur rapide, rien à voir avec rapide danseur en Abitibi. C'est un village en passant en Abitibi. Oui, coureur rapide, c'est un autochtone, je crois, de l'ouest de la Saskatchewan. Hein, si je me trompe, là, j'ai rien devant moi, là, c'est vraiment de mémoire que je raconte ça. Eh bien, coureur rapide, lui, serait parti à l'automne avec sa famille. Je pense on peut dire à sa maison d'hiver, si on veut, là. Et puis, il serait parti là avec sa famille, avec sa femme et ses quelques enfants. Et puis, pendant cette saison-là, coureur rapide aurait eu de la difficulté à trouver du gibier. Et puis, aurait eu l'idée, dans le fond, aurait eu l'idée, il est possédé, là, je mets en contexte, il est possédé du Wendigo. Il aurait eu l'idée, justement, de manger sa famille. Lui, en étant possédé du Wendigo, a complètement nié les faits. Et puis, se serait rendu à la police en disant « Ma famille a été assassinée » ou « Ben, je les retrouve plus, un des deux. » Là, ça fait vraiment longtemps que j'ai entendu ça. Là. Et puis, la police de la GRC, dans ce temps-là, est allée sur les lieux et puis aurait découvert, justement, les ossements de sa famille. Et puis, dans le fond, coureur rapide aurait dit « Pendant l'hiver, on a manqué de nourriture. » Et puis... Dans le fond, qu'est-ce qui rentre en contradiction avec ça dans cette histoire-là, c'est que coureur rapide n'avait aucun signe de malnutrition. Il était pas amaigri, il était bien gras. Et puis, c'est ça, dans le fond, il aurait pratiqué le cannibalisme en mangeant sa famille pendant l'hiver. C'est un des cas les plus documentés. Là, je vous résume en gros qu'est-ce qui s'est passé avec j'ai tout juste rapide danseur dans la tête. Avec coureur rapide. C'est ce qui s'est passé avec coureur rapide. Si vous voulez vous documenter un petit peu plus, allez voir sur Internet. Il y a d'excellents articles sur le sujet. J'aurais dû l'amener dans le pod, là, mais j'ai complètement oublié. Grosse semaine. Toi, est-ce que tu as entendu parler de d'autres cas de documentés? Il y a coureur rapide, il y a aussi le cas de, si je me rappelle bien, c'est Jack Riveler, je pense. C'est un nom aussi qu'on retrouve dans les prairies. Mais en fait, tout ça, ça a été appelé par la psychose du Wendigo. Donc, oui, parle-nous de la psychose du Wendigo parce que le cas de coureur rapide, eh bien, ce serait un cas de psychose du Wendigo. Oui. En fait, la psychose du Wendigo, c'est un nom qui a été donné à l'époque, puis c'est encore, c'est pas encore, mais ça a été très débattu, puis c'est plus ou moins pris au sérieux aujourd'hui dans la littérature, mais ça serait un cas de ce qu'on appelle un Cultural Bound Syndrome, donc un syndrome lié à la culture, donc rattaché à la culture. Okay. Ce qui fait que, c'est par exemple, si on prend, mettons, un bouddhiste, OK? Un bouddhiste qui fait une vraie psychose ou qui fait un délire qui est schizophrénique va très rarement se prendre pour le Christ. Okay. Va très rarement voir le diable associé aux catholiques. On va se référer aux monstres ou aux mythes de notre culture. Ouais. Donc, dans une culture où le Wendigo est très présent, s'il y a quelqu'un qui fait une psychose réelle, comme une psychose comme on en voit encore aujourd'hui, à ce moment-là, il va se référer aux éléments de sa culture. Fait que ça se peut très bien que coureur rapide ait fait une réelle psychose, que dans la psychose, il y ait le Wendigo, qui est un élément culturel important pour lui, l'ait influencé et qui ait tué sa famille, qui l'ait mangé. Oui, pendant que tu parlais, je réfléchissais, puis un peu avec la religion catholique, quand on parle de possession, là, c'est un peu comme la possession par le diable ou par les démons, justement. C'est très intéressant ce que tu dis. Oui, c'est certain, c'est en lien avec la culture de l'individu, c'est certain. Et puis, est-ce que tu rajouterais quelque chose par rapport à ça? Est-ce que tu as d'autres cas de possession? En fait, sans qu'il y ait d'autres cas, les explications derrière ça, il y a l'aspect culturel, mais on retrouve le récit du Wendigo dans beaucoup de cultures, puis c'est très répandu. Donc, est-ce qu'il y a une explication biologique derrière ça? Une des hypothèses, c'est que les Autochtones consommaient à l'occasion de l'ours. Et à l'intérieur de l'ours, on retrouve une bactérie, un parasite, en fait. Ouais. Là, je me rappelle pas du nom du parasite, mais la maladie que ça donne, c'est le trichotillite.
En tout cas, peu importe. Je te le pardonne. C'est ça. Mais ce parasite-là, bon, il peut s'attaquer aux muscles, il peut s'attaquer aux intestins, mais lorsqu'il s'attaque au cerveau, il peut entraîner toutes sortes de comportements dérangeants dans lesquels, bon, les irrationnels, où les gens vont perdre la tête d'une certaine façon. Okay. Donc, si un individu est affecté par le parasite, ça se peut qu'il démontre des signes. Et là, à ce moment-là, pour protéger le clan, les gens vont dire, il doit avoir le Wendigo, donc il l'éliminer. OK. Parfait. Faut pas tasser cette hypothèse-là aussi. L'idée que le Wendigo a été utilisé un peu comme les sorcières ont été utilisées à Salem. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qu'on n'aime pas dans le clan, on peut dire c'est un Wendigo puis le tuer. T'sais. Ouais, exactement, c'est vrai, ouais. Il y a cet aspect-là aussi que les chamans, si par exemple il y avait un conflit à régler ou des comptes à régler avec quelqu'un, pouvaient juste l'accuser d'être un Wendigo, puis à ce moment-là, il y avait tous les recours pour le tuer. C'est bizarre, mais la phrase qui me vient en tête, c'est pour toutes les cultures, là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, hein. Parce que on n'est pas si différent pour accuser quelqu'un à tort, et bien juste de le traiter du pire sort qui pourrait l'infliger, c'est-à-dire dans cette culture-là, le Wendigo. Exactement. Oui. Je pourrais te dire, Tom, qu'en ce moment, le Wendigo revient en force. Pas le Wendigo en tant que tel, mais l'intérêt envers le Wendigo. Il y a plusieurs livres qui ont été publiés sur le sujet, plusieurs films, dont un film en 2001, si je me souviens bien, qui s'appelait Wendigo, quelque chose genre le méchant de la tempête, quelque chose de même, ou la créature de la tempête. Ça, c'est un film de 2001. Il y a aussi un jeu vidéo qui est sorti en 2015 qui s'appelait Until Dawn. Alors, pour les gamers qui nous écoutent, vous pouvez aller télécharger ou acheter le jeu Until Dawn. Vous allez faire la connaissance du Wendigo. Toi, Tom, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour ce court épisode sur le Wendigo? En fait, je vous avais parlé au début que ma première rencontre avec le Wendigo, c'était dans le film Pet Sematary et le livre aussi de Stephen King. Et là, ils vont faire un remake qui s'en vient. T'es donc, sérieux, j'invite à aller. Oui, ça va sortir l'année prochaine, je crois. OK. Donc, je vous invite à le voir. Ils vont sûrement parler de comment que le Wendigo a influencé le cimetière qui réanime les morts. Alors, on répète, c'est le Pet Sematary. Oui. Le cimetière des animaux, Cemetery. Genre. OK. Exactement. C'est parfait. Alors, voilà, c'était cette courte tranche d'histoire. Peut-être qu'on va revenir dans une autre tranche d'histoire. Peut-être qu'on va trouver d'autres éléments sur le sujet. C'est certain qu'aujourd'hui, on fait une tranche d'histoire, alors c'est un petit peu plus court. Tom, merci beaucoup d'être passé dans cette tranche d'histoire. Puis, nous, on va se revoir pour le début de la saison 3 qui devrait commencer au début du mois de mars. Et puis, je vous rappelle que cette tranche d'histoire est disponible pour tout le monde, mais celles qui vont suivre vont être disponibles seulement pour nos patrons sur Patreon. Alors, si vous voulez nous suivre encore plus et puis avoir plus d'épisodes, eh bien, vous pouvez donner un don d'$1, $2, $3, c'est comme vous voulez. Et puis, vous allez avoir accès à nos épisodes spéciaux. Alors, merci beaucoup, Tom. Merci à toi. Et puis, on se revoit au mois de mars pour la saison 3 de Sur la Terre des Hommes.